La pâtisserie, c'est avant tout une histoire de goût, de saveur et d'émotion. Je suis Léa Reverdy, amatrice et passionnée de pâtisserie. Mon défi, vous emmener avec moi à la découverte de ce qui fait vraiment un bon dessert. L'objectif ultime, trouver la recette parfaite qui fera fondre vos papilles à coup sûr. Vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode de Papilles. C'est le podcast qui part à la rencontre des meilleurs chefs pâtissiers pour comprendre l'émotion et les saveurs qui les animent au quotidien lorsqu'ils créent leur dessert d'exception. Après cet épisode, à vous de laisser libre cours à votre imagination et de créer les desserts aux saveurs qui vous ressemblent, tout en vous inspirant des meilleurs. Bonne écoute! Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de vous proposer un épisode hors série sur un sujet qui, moi, me tient très à cœur et dont on devrait tous et toutes se préoccuper, c'est le gaspillage alimentaire. Pour traiter de ce sujet, je suis accompagnée de Juliette Pochard, qui s'occupe de développer mon école anti-gaspi chez Too Good To Go et qui réalise aussi des interventions au sein d'écoles de pâtisserie pour sensibiliser les apprentis. On vous donnera donc des pistes très concrètes pour apprendre à lutter contre le gaspillage alimentaire, que ce soit dans votre pâtisserie ou à la maison. Au menu de cet épisode, on va commencer avec un petit tour d'horizon du gaspillage alimentaire aujourd'hui, où est-ce qu'on en est et quelles sont ses conséquences. Et bien sûr, on vous donnera des conseils très pratiques et très concrets pour agir et commencer à limiter le gaspillage alimentaire dans votre pâtisserie. Bonne écoute! Bonjour Juliette, comment vas-tu? Bonjour Léa. Très bien, très bien. Pour expliquer un peu le sujet d'aujourd'hui, faut savoir qu'il y a quelques mois, donc tu m'avais contactée parce que tu interviens dans différentes formations de pâtisserie pour sensibiliser les apprentis à la lutte contre le gaspillage alimentaire. Et donc tu voulais savoir si j'avais quelques conseils et astuces dans ce domaine-là. Et suite à cette discussion, moi ça m'avait donné très envie de faire un épisode spécial sur le gaspillage alimentaire en pâtisserie. Donc est-ce que déjà tu peux te présenter toi et présenter un peu Too Good To Go puisque du coup tu travailles chez Too Good To Go. Ouais, ça marche. Écoute, je suis très heureuse de faire ce podcast avec toi. Moi c'est Juliette comme tu l'as dit et je travaille chez Too Good To Go. Too Good To Go, qu'est-ce que c'est? C'est un mouvement de lutte contre le gaspillage alimentaire. Donc on est né en 2016. On est surtout connu pour notre application que pas mal de gens doivent connaître qui connecte les commerces de bouche. Donc typiquement des boulangeries, pâtisseries, avec des particuliers pour proposer les invendus alimentaires sous forme de paniers à petit prix. Et aujourd'hui, on a plus de 25 000 commerçants partenaires, dont plus de 5 000 boulangeries, pâtisseries et 10 millions d'utilisateurs en France. Donc c'est un mouvement qui a pas mal grossi. Et du coup, en dehors de cette application, qui nous permet vraiment d'avoir un impact direct sur le gaspillage alimentaire, on a voulu... notre mission, nous, c'est vraiment de lutter contre le gaspillage alimentaire. Et du coup, on s'est dit qu'il fallait qu'on aille plus loin dans la sensibilisation et qu'on aille plus loin que juste l'application et qu'on profite un peu de notre notoriété croissante pour porter le message du gaspillage alimentaire. Et c'est pour ça qu'on intervient sur pas mal de projets qui visent à sensibiliser un peu tous les niveaux de la société. Donc, tu vois, typiquement, on va travailler avec les élus municipaux dans le cadre de notre programme Réseau des villes anti-gaspi. On va les accompagner pour mettre en place des démarches, pour sensibiliser leurs commerçants, leurs habitants, etc. Et un autre sujet sur lequel on travaille, qui est le mien exclusivement, c'est tous les projets pédagogiques. Donc on essaie vraiment d'instaurer la lutte contre le gaspillage alimentaire dans la pédagogie, dans les programmes scolaires. Donc moi, un de mes gros projets, c'est mon école anti-gaspi. C'est un projet pour les écoles primaires qui vise à traiter de ce sujet avec eux. Mais plus récemment, je me suis intéressée à la filière des écoles professionnelles. Pourquoi ? Parce qu'en fait, j'ai été contactée par un centre de formation d'apprentis pour leur filière pâtisserie, justement, qui me disait qu'ils avaient des modules éco-responsabilité dans les programmes, maintenant, notamment lutte contre le gaspillage alimentaire. Et ils étaient un petit peu perdus, les enseignants, sur la manière dont aborder cette thématique. Donc, je me suis dit qu'il fallait que je creuse. Et donc, j'ai interrogé beaucoup de chefs, beaucoup de formateurs. Je t'ai interrogé, toi, pour essayer de un petit peu rassembler toutes les bonnes pratiques. Et suite à quoi, je suis intervenue dans divers centres de formation. Et ma plus récente intervention, c'était à l'école Ferrandi. Donc c'est un projet qui se monte petit à petit. Voilà. Justement, pour commencer, actuellement, à l'échelle mondiale, tu vois, où est-ce qu'on en est exactement du gaspillage alimentaire ?
Alors, il y a encore beaucoup de choses à faire. Les chiffres sont assez alarmants. Je pense qu'on n'en a pas toujours conscience. Mais dans le monde, il y a 40% de la production mondiale de nourriture qui est gaspillée. Donc 40%, c'est énorme. Près de la moitié. Donc, je te laisse imaginer, c'est vraiment énorme. Et si je te prends juste l'exemple des fruits et légumes, qui est la catégorie d'aliments la plus gaspillée, c'est près de la moitié de la production mondiale qui part à la poubelle tous les ans. Donc, c'est juste... C'est juste pas possible. Et en France, on a aussi beaucoup de travail à faire parce qu'on est sur des chiffres assez similaires, les 40%. Et je te donne un chiffre aussi. En France, on a chaque Français, chez nous, tous les ans, on gaspille 29 kilos de nourriture, dont 7 kilos de nourriture encore emballée. Ouais, c'est ça. C'est même pas a posteriori. Comme les fruits et légumes, par exemple. Est-ce que c'est avant même qu'ils soient utilisés ? Enfin, tu vois, des fruits et légumes... directement cueillis. Ouais, sur les fruits et légumes, effectivement, tu as plusieurs... sur la production alimentaire en général, hein, mais si on prend l'exemple des fruits et légumes, tu as du gaspillage à différentes étapes. Donc, je te prends l'exemple de la pomme. Tu vas avoir du gaspillage au niveau de la production, parce que les pommes, par exemple, les pommes qui sont pas du bon calibre, trop petites, trop grandes, pas la bonne forme, un petit peu abîmées, souvent, elles ne vont même pas passer l'étape, la prochaine étape d'être transportées vers les supermarchés. Elles vont directement être écartées de la vente. Donc là, tu peux avoir pas mal de gaspillage au niveau de la production. Tu as du gaspillage au niveau de la distribution. Donc dans les supermarchés, par exemple, pour plein de raisons différentes. Le fait que les rayons sont toujours hyper remplis, que les consommateurs sont aussi hyper exigeants. Donc dès qu'il y a des fruits et légumes un petit peu moins beaux, on ne les prend pas. Et tu vas aussi avoir du gaspillage, évidemment, au niveau de la consommation, c'est-à-dire chez nous. Et donc là aussi, il y a plein de raisons différentes. On ne fait pas attention aux produits, on ne sait pas bien les conserver. Dès qu'ils sont un petit peu moins beaux, on pense qu'il faut les jeter. Donc il y a vraiment du gaspillage à toutes les étapes. C'est clair. Et si on pense plutôt, tu vois, au secteur de la pâtisserie ou en tout cas de la gastronomie, enfin, tu vois, vraiment des commerces de bouche, comme tu disais tout à l'heure, où est-ce qu'on en est ? Est-ce que c'est les mêmes chiffres ou est-ce qu'il y a une plus grande majorité du gaspillage alimentaire qui est plutôt effectué par des particuliers ? Alors, si on prend les chiffres, les différentes étapes dont je t'ai parlé, la production, la distribution et la consommation, là où il va y avoir le plus de gaspillage, c'est au niveau de la consommation. C'est chez nous. Donc ça, c'est à hauteur de 33%. La deuxième catégorie, ça va être au niveau de la production. Et enfin, au niveau de la distribution, c'est un petit peu plus faible. Mais ça reste des chiffres qui sont quand même importants. Donc en gros, de mémoire, je crois, si je dis pas de bêtises, que c'est 30% au niveau de la production, 20% au niveau du transport, j'en ai pas parlé, 14% au niveau de la distribution, et donc la commercialisation, et 33% au niveau des consommateurs. Donc voilà, il y en a un petit peu partout quand même. C'est clair. Et concrètement, ça a quelles conséquences exactement, tu vois, que ce soit en pâtisserie ou même en règle générale ? Le gaspillage alimentaire, il a plusieurs conséquences. Il y en a une qui est hyper importante et qu'on ignore parfois. On ne se rend pas forcément compte, mais le gaspillage alimentaire a un impact environnemental super fort. Pourquoi ? Principalement parce que la production alimentaire a un impact sur l'environnement. Donc, quand c'est produire de la nourriture pour la jeter, c'est encore pire, si je puis dire, parce qu'on a pollué, on a utilisé des ressources pour rien. Donc, par exemple, on va utiliser beaucoup d'eau. Je te prends l'exemple du chocolat, parce que c'est un exemple que je prends souvent pour les apprentis, parce que c'est un produit qui leur parle. Pour produire une tablette de chocolat de 200 grammes, par exemple, tu as besoin de l'équivalent de 23 baignoires d'eau. C'est énorme. Donc, en fait, tu te dis que si tu mets un carré de chocolat à la poubelle, tu peux vite faire le calcul de... C'est presque si tu mets à chaque fois une baignoire d'eau entière à la poubelle juste avec un carré de chocolat. Pareil, si tu prends un autre exemple, la baguette de pain, qui est un peu l'emblème de la France, de la France, de ce que même les boulangeries-pâtisseries vendent, juste pour une baguette, tu as besoin quand même d'une baignoire d'eau remplie pour la produire, avec la culture du blé derrière, etc. C'est de l'eau, c'est de l'électricité, c'est de l'essence, donc il y a un impact carbone aussi qui est fort. C'est des surfaces agricoles, parce que quand tu produis de la nourriture, je reprends l'exemple du chocolat, mais le cacao, pour pousser, il a besoin de beaucoup, beaucoup d'espace, les cacaoyers. Et du coup, les cultures de cacaoyers, elles prennent de plus en plus de place, et c'est au détriment des forêts. Du coup, ça a un impact sur la biodiversité, sur les éléphants, par exemple. Et tu vois, on estime que dans le monde, 28% des terres
agricoles le sont pour de la nourriture gaspillée. Et donc ça représente quoi ? Ça représente la surface du Mexique. Donc c'est comme si tout le Mexique était une surface agricole qui servait à produire de la nourriture jetée. Donc quand on s'en rend compte comme ça, c'est assez fou, quoi. C'est vrai que dans ce sens-là, je trouve que ça fait très parlant, tu vois, parce que autant, enfin, tu vois, je trouve qu'on sait que c'est très important et que c'est un sujet qui est essentiel et il faut tous qu'on se questionne là-dessus. Mais tu vois, je trouve se dire que, en fait, ouais, t'as carrément de la nourriture qu'on produit qu'on n'utilisera jamais. C'est assez. Et quand tu penses, c'est pas absurde, que de la nourriture, c'est des ressources, c'est du travail, c'est beaucoup de choses. Après, pour continuer sur les conséquences du gaspillage alimentaire, tu as la conséquence économique. Je pense qu'il est hyper importante de mettre en valeur ici parce que voilà, si on a des jeunes pâtissiers qui nous écoutent, qui sont ou qui seront entrepreneurs, tu as le fait que quand tu gaspilles la nourriture, tu perds de l'argent en fait. Donc un petit bout on reprend le chocolat, un chocolat de très bonne qualité qui coûte entre 20 et 30 euros du kilo, tu fais vite le calcul, quoi. Si tous les ans, tous les jours, toutes les semaines, tous les ans, tu gaspilles un petit peu, le fait d'annualiser tout ça, c'est aussi une perte économique qui est importante et qui, dans le monde, se chiffre à des milliards et des milliards de dollars. Donc, de l'argent qui pourrait être finalement utilisé autre part. Donc, il y a aussi ça. Et enfin, tu as la conséquence sociale et éthique, si je puis dire, où là, ça, je pense que le lien est plus direct pour les gens. C'est le fait qu'il y a énormément de personnes qui souffrent de malnutrition dans le monde, mais aussi en France. Parce que quand on regarde les chiffres, je ne veux pas te dire de bêtises, mais il me semble que c'est 1 personne sur 9 en France qui a déjà eu recours à l'aide alimentaire. Donc c'est énorme. Et donc en fait, la précarité alimentaire, elle est partout. Donc c'est vrai que quand tu réfléchis à ça aussi, c'est ça. Et puis comme tu disais aussi, ça veut dire que derrière, il y a des terres de gens qui ont travaillé dur, etc. et qui finalement... pas leur travail n'a servi à rien, mais bon... presque, c'est aussi ce côté moral-là, c'est du travail derrière qui est pas respecté quelque part, quoi. Parce que si tu jettes la nourriture que la personne a passé du temps à produire, il y a une forme d'irrespect aussi, c'est clair. Ouais. Et du coup, concrètement, comment est-ce que, selon toi, et du coup, selon toutes les personnes que tu as rencontrées, tous les pâtissiers que tu as rencontrés, est-ce que on peut limiter le gaspillage quand on est justement pâtissier, pâtissière ou même à la maison? Parce que tu vois, je pense que quand on fait un dessert, même chez soi, il y a des moyens de plus facilement réduire ce gaspillage alimentaire. Ouais. T'as plusieurs étapes un peu pour réduire le gaspillage alimentaire en pâtisserie. Et moi, j'essaie toujours de les présenter selon un peu un entonnoir. En fait, dans la lutte contre le gaspillage alimentaire, t'as plusieurs niveaux. Et pour moi, le niveau le plus haut, c'est la prévention. C'est-à-dire ne pas produire de gaspillage. C'est un peu comme ce qu'on dit avec les déchets. Le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Donc, j'ai essayé un petit peu d'organiser ça. De d'abord parler de comment on peut prévenir le gaspillage en amont. Ensuite, comment on peut faire au niveau de la production. Donc, quand on cuisine, qu'on a des restes, etc. Comment on fait à ce niveau-là pour utiliser le maximum de nos restes pour faire d'autres choses. Donc, un peu convertir un peu ce qu'on a. Et enfin, tu as une dernière étape de la pyramide qui est la gestion des invendus. Voilà, je parle vraiment pour des pâtissiers. Oui, ça, oui. Voilà. Comment, malgré les efforts que tu as pu faire, ou juste parce que parfois c'est pas possible d'avoir zéro gaspillage ou zéro reste, zéro invendus, comment tu fais à cette étape-là pour... Mais en fait, si, ça peut valoir à la maison aussi, parce que c'est finalement tu peux toujours, différentes étapes. Comment tu préviens le gaspillage, comment tu fais pour réutiliser le maximum de reste. Et puis bon, même s'il te reste des gâteaux, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu peux pas les donner, les partager, etc. Donc voilà un peu comment, au fil des discussions que j'ai pu avoir avec toutes les personnes que j'ai interrogées, voilà comment j'ai un petit peu organisé les choses. Du coup, si on revient sur le en amont, pour toi, quel conseil du coup est-ce que tu as retenu? Quels conseils est-ce qui t'ont marqué? Il y en a plusieurs. Déjà, je pense que c'est la prise de conscience qui est hyper importante. On vient d'en parler, le fait de prendre conscience que dans les aliments que tu as, il y a de l'eau, de l'électricité, du travail, etc. Je pense que prendre conscience de la valeur économique aussi de tes matières premières, faire l'effort de s'y intéresser, et ça c'est important. Et tu as aussi dans cette prise de conscience, la prise de conscience
du travail du producteur. Donc c'est pour ça que j'ai pas mal de chefs qui m'ont dit, en fait, le fait de s'intéresser à ton producteur, aux manières dont il a travaillé, de le connaître. Finalement, c'est un peu un cercle vertueux parce qu'en ayant des circuits courts et en connaissant ton producteur, tu respectes plus la matière première et tu as moins tendance à la gaspiller aussi. Donc c'est un peu... c'est quelque chose de vertueux. Donc voilà, je pense que la première chose, prendre conscience. Dans la prise de conscience, il y a aussi, pour un pâtissier, surtout au niveau professionnel, prendre conscience de la quantité qu'on gaspille. Souvent, et même chez nous, souvent, je pense que si on t'interroge, tu vas dire « Non, mais moi, de toute façon, je gaspille presque pas. Moi, par rapport aux autres, ça va. » Même nous, tu vois, souvent, on a des commerçants qui nous disent « Non, mais nous, on gaspille pas. » et tout. Et puis, en fait, quand tu creuses et tout, tu vois que c'est pas forcément le cas. Et je pense que le fait de prendre conscience, et pour, par exemple, un pâtissier de quantifier ses pertes, de dire, OK, peut-être sur une semaine, sur 2 semaines, on va faire l'effort de peser et de quantifier tout ce qu'on jette. Et donc, on va le noter. On va le noter, on va écrire que on a jeté tel produit pour telle raison, et tout quantifier pour s'en rendre compte. Et ensuite, se dire, OK... on se lance un défi, on doit réduire de moitié par exemple, et je trouve qu'en plus c'est assez cool parce que ça peut initier une sorte de challenge avec tes employés, et donc voilà, donc il y a un peu ce premier volet de je prends conscience de l'impact du gaspillage alimentaire et des quantités que je gaspille. Ouais, puis c'est cool, je trouve, comme tu vois, de le penser comme tu dis, de faire un peu ce mode là, de se dire on va voir en fait avant même, du coup, pour vraiment prendre conscience. Tiens, j'aime bien l'approche justement de se dire tiens, si on regarde là sur tout ce qu'on a, parce que comme tu dis, je trouve qu'on se rend jamais vraiment compte. Et en fait, toujours meilleur que les autres. Ouais, tu jettes toujours de temps en temps, mais très peu, et du coup, t'as jamais la sensation de jeter. Exactement. Et le fait de les faire, de consigner tout ça, je pense que ça fait émerger quelque chose. Et puis je pense que tu prends plus conscience que en fait, toi aussi, t'es concerné par ce problème, tu vois, potentiellement, et que c'est pas juste chez les autres, quoi. Ouais. Donc ouais, cette prise de conscience. Après, dans l'idée de limiter le gaspillage en amont, t'as le fait, mais ça, je pense que tout pâtissier un peu expert le sait, c'est un peu le cœur du métier, mais c'est vraiment d'être dans la précision, la précision dans les quantités. Donc ça passe par des fiches techniques hyper précises, mises à jour. Ça passe par l'usage du calcul, que ça soit via des logiciels, ou même, moi j'ai un enseignant qui me disait, mais en fait... il n'y a pas besoin non plus de toujours avoir des logiciels hyper coûteux et tout. Il faut juste aussi instaurer aux jeunes le fait que savoir utiliser un tableau Excel, parfois, ça suffit, quoi. Et tu peux calculer un peu au gramme près ce dont tu as besoin. Donc, je pense que vraiment, cette idée de précision dans les quantités, elle est hyper importante. Toujours dans les quantités, de ne pas trop commander, d'essayer au maximum d'avoir une gestion en flux tendu, quand c'est possible. Après, tu as aussi l'idée de bien conserver tes produits. Quand tu les conserves bien, forcément, ils durent plus longtemps, donc il y a moins de risques de perte. Ça passe évidemment par des techniques de gestion classiques, respecter les normes d'hygiène, bien ranger, vérifier son frigo, respecter la consigne du premier entrée, premier sortie. Mais c'est aussi, et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'il existe pas mal de techniques pour prolonger la durée de vie de tes produits en pâtisserie. Donc, par exemple, si tu as je te prends l'exemple des fruits rouges, qui sont souvent qui sont des fruits qui sont très fragiles et qui peuvent souvent pourrir plus vite que ce qu'on pense. Tu as des techniques, tu peux les cuire, les faire confire. Tu peux les faire confire, tu peux les cuire en confiture, tu peux les congeler, tu peux les mettre dans des bocaux. Il y a aussi plein de techniques pour prévenir le gaspillage à ce niveau-là. Et puis mine de rien, il y a quand même une grande partie de la pâtisserie qui se fait au moment de la congélation. Tu vois, il y a beaucoup de desserts qui doivent dans tous les cas passer par un stade de congélation, donc autant le faire aussi en amont. Ouais. Après, il y a un autre truc, et j'allais y venir, mais c'est un petit peu lié avec l'idée des quantités, de un petit peu essayer de maîtriser les quantités, de pas en avoir trop et d'avoir toujours ce qu'il faut, mais pas trop. J'ai beaucoup de chefs qui m'ont dit que c'était hyper important d'accepter la rupture en boutique ou en restaurant d'ailleurs. C'est valable pour les deux. Mais d'accepter et de sensibiliser le client au fait que tu peux être en rupture sur certains produits ou sur certains desserts. Donc par exemple, si ton client il arrive à 17h30 dans ta boulangerie ou ta pâtisserie, en fait, c'est juste normal
a priori, c'est normal qu'ils puissent ne pas trouver tout et que tu aies des produits... moi, j'ai un chef qui me disait, mais moi, si je passe devant une pâtisserie à 17h30, je vois les vitrines remplies, je me dis, il y a un problème. Ouais, soit ces produits sont dégueux et personne n'en veut, soit c'est un mauvais gestionnaire. Et donc, il y a vraiment ce travail d'accepter la rupture et accepter d'éduquer le client vers ça. Et ça peut être fait d'une manière hyper positive, en fait. Enfin, tu peux le dire, tu peux expliquer à ton client que tu es dans une démarche de ne pas produire de gaspillage alimentaire, donc qu'à une certaine heure, tu n'auras plus de produits. Tu peux aussi le rediriger vers d'autres produits, l'accompagner dans le choix d'autres produits. Et puis finalement, c'est à quelle la rareté aussi. C'est clair. Quand tu crées un peu de la rupture sur des produits, ça peut être un cercle vertueux aussi parce que tu vas créer de la rareté. Et toujours dans cette histoire de commande et de quantité, ça m'y fait penser. Et on en avait déjà parlé un petit peu ensemble. Tu as l'idée de proposer la précommande aussi. Donc on avait parlé de l'exemple de Nina Métayer qui avait, elle, une pâtisserie 100% en commande. Alors, je dis pas que c'est forcément possible pour tout le monde, parce que c'est vrai qu'il faut peut-être une certaine notoriété pour le faire, mais tu vois, ça peut être pour une pâtisserie un petit peu plus classique. Ça peut être aussi, par exemple, des nouveautés. Tu proposes que les nouveautés en précommande, comme ça tu testes un petit peu. Ou alors c'est juste sur certains articles très spécifiques que tu vas le proposer. Et donc ça aussi, ça peut permettre de mieux gérer ses quantités, ses stocks, et prévenir le gaspillage. Non, puis c'est clair. Et puis je pense que de toute façon, comme tu le disais, je pense que la principale chose à faire, c'est d'éduquer le consommateur. Tu vois, moi, en fait, dans la plupart des échanges que j'ai eus, alors les pâtissiers de restaurants, c'est intégré depuis des années. Par contre, les pâtissiers boutiques, tu vois, ils disent tous que c'est quand même il faut éduquer le consommateur là-dessus, sur notamment respecter la saisonnalité. Parce que, bon, ça, c'est un autre problème. C'est pas forcément lié... Enfin, c'est pas du gaspillage directement, mais c'est quand même un problème écologique plus global. Et tu vois, il y en a plein qui disaient, moi j'ai certains clients qui arrivent en décembre pour te demander une tarte aux fraises. Et comme tu dis, tu vois, faut juste les éduquer en leur disant, non, c'est pas possible, c'est pas la saison, reviens. Mais tu peux le faire de manière super positive. Et puis il faut penser que tout ça, tout ce discours que tu as et ta stratégie, il faut le voir comme un avantage concurrentiel. C'est ça, ouais. Et comme un atout dans ta communication. C'est toute une question de comment tu présentes les choses, mais je pense que ça peut vraiment être un élément différentiel. Et tu vois, je prends l'exemple de Benoît Castel, que tu connais peut-être, qui est un chef pâtissier connu à Paris. Lui, il a misé beaucoup de sa stratégie de communication sur l'anti-gaspi, justement. Donc, il a créé, par exemple, un pain qui s'appelle le pain d'hier et d'aujourd'hui, si je dis pas de bêtises, où en fait, il utilise du pain sec de la veille, qui remixe en poudre et qui remet dans une nouvelle préparation. Pareil, il a une tarte tatin où en fait, il utilise tout le tapum, le trognon, les pépins, les épluchures pour faire son nappage. Et en fait, il communique tellement bien dessus. Même le nom, pain d'hier et d'aujourd'hui, tu vas sur son site, tu regardes comment c'est mis en valeur. Mais en fait, tu te dis, l'anti-gaspi, c'est sexy et c'est vendeur. Et donc, je pense qu'il y a aussi la manière dont tu mets en avant. Mais ça peut être un avantage concurrentiel aussi, quoi, de communiquer dessus. Oui, c'est clair. Après, donc, pour un peu finir sur cette idée de réduire le gaspillage à la source, t'as aussi le fait de... Alors là, ça vaut encore plus pour les pâtisseries boutiques, mais de bien connaître ses ventes et sa clientèle. Donc faire cet effort-là de regarder les chiffres un peu, parce que les chiffres parlent beaucoup. Donc analyser tes ventes d'un mois à l'autre, d'une année à l'autre, regarder s'il n'y a pas un peu une saisonnalité dans les ventes ou dans les jours de la semaine. Regarder si les impacts extérieurs, que ça soit la météo ou que ça soit d'autres événements, ont un impact sur ta production et sur ta vente. Faire vraiment cet effort-là, ça te permet d'avoir une stratégie de production qui est beaucoup plus fine, parce que tu sais t'adapter et tu sais comment... Même si tu pourras jamais le savoir à 100%, mais ça aide beaucoup à adapter ses quantités. Ouais, c'est vrai. Mais puis, c'est vrai que je pense que... En fait, c'est ça, c'est que de l'analyse et on en revient au tableau Excel où je pense que il faut un bon tableau pour pouvoir tout quantifier, tout te dire, ok, ça fonctionne, ça, c'est mieux. Ouais, il faut le mettre, je pense, dans
chez les jeunes apprentis, la maîtrise des chiffres. C'est ça, et apprendre à le faire directement. Ouais. Enfin, en fait, je pense que quand tu prends l'habitude dès le départ de tout savoir et de tout mesurer, c'est beaucoup plus simple que 6 ans après l'ouverture de ta boutique, te dire mince, attends, je veux changer, comment est-ce que je mets tout ça en place, quoi. C'est clair, carrément. Et puis, c'est encore une fois, on en revient à l'argument économique. Hein. Enfin, tu limites ton gaspillage, tu gagnes aussi de l'argent parce que tu en perds pas. Donc, du coup, je pense que ça, c'est un message qui est important à faire passer aux jeunes chefs d'entreprise. C'est clair. Du coup, tu disais, donc ça, c'est plus pour la partie en amont. Ouais. Après, sur le pendant et pendant la production, quel conseil est-ce que tu as eu ? Alors, je les ai résumés en trois blocs. Le premier conseil, c'est de pouvoir réutiliser toutes ces chutes ou ces restes de produits, ou de préparation d'ailleurs. Alors, c'est pas possible sur tout, mais voilà, ça peut être possible sur des chutes de pâtes, ça peut être possible sur des restes de préparation, des mousses, des ganaches, des choses comme ça. Il y a pas mal de chefs qui m'ont... ou d'apprentis aussi, parce que je ne l'ai pas dit, mais mes apprentis m'ont donné plein d'idées assez chouettes qu'ils avaient déjà vues chez leur maître d'apprentissage. Donc, tu peux vraiment réutiliser un peu à l'infini. Enfin, à l'infini, j'exagère, mais tu peux réutiliser. Et par exemple, je te prends l'exemple du pain sec. C'est plus côté boulangerie, mais je pense qu'il y a pas mal de boulangers-pâtissiers qui potentiellement vont nous écouter. Avec le pain sec, tu peux faire plein de trucs. Donc, tu peux faire, on a parlé, hein, le pain où tu remixes ton pain d'hier et tu le remets dans le pain du lendemain. Tu peux faire des cookies, tu peux faire des muffins, tu peux faire... t'as même un chef qui m'a parlé, qui me disait qu'il utilisait le pain en poudre pour le mettre dans le fond des moules sur ses gâteaux pour que ça devienne un peu plus croustillant. Enfin, tu peux vraiment faire plein de choses. Après, tu as les traditionnels croissants aux amandes, etc. Et j'ai un enseignant formateur de Ferrandi qui me disait qu'en fait, c'était un peu revenu à la mode. Parce qu'il y avait une époque, il y a quelques années, où croissant aux amandes, diplomate, ce genre de choses, c'était un peu les pâtisseries de bas de placard, un peu genre le croissant de la veille que tu resserres et tout. Et qu'en fait, ça revient un petit peu à la mode, le côté un peu régressif et assumé de ce geste anti-gaspi. Donc ça, il me disait ça. Après, avec les chutes de pâtes, on m'a parlé de pas mal de petites recettes. Ça peut être le fait de créer des petits croustillants ou des petits gâteaux en format individuel que tu mets dans des petits sachets et que tu peux donner à tes clients ou même les vendre. Tu peux les vendre et puis tu peux faire un petit peu de marketing autour, trouver un petit nom sympa, etc. Et tu vois, nous, quand j'ai travaillé avec les apprentis, on a proposé avec leurs enseignants de faire un petit concours où ils devaient choisir un produit, par exemple chute de pâtes, et réfléchir à ce qu'ils pouvaient en faire et ce qu'ils pouvaient en faire en termes de recettes, mais aussi en termes de commercialisation. C'est-à-dire comment ils mettraient en avant ce petit produit un peu anti-gaspi auprès de leurs consommateurs. Donc voilà. Parmi les meilleures idées que tu as eues, il y avait quoi ? En fait, ils sont en train de faire le concours là. J'ai pas encore ils se sont mis d'accord sur le produit et ils vont faire des choses, donc j'attends de voir. Et puis après, t'as quoi d'autre ? T'as un enseignant qui m'a parlé du fait de, par exemple, tes coques de macarons, si t'en as fait trop. Souvent, c'est un truc qui est un peu difficile à faire chez nous, à la maison. Ouais. Et donc, il y a parfois des pâtissiers qui les vendent à leurs clients. Ils vendent juste les coques. Comme ça, tu fais ton macaron. Après, t'as juste à faire l'intérieur du macaron chez toi. Donc ça peut plaire. Donc voilà. Après, tout ce qui va être fruits abîmés, c'est de les faire en purée ou en coulis. Et puis là, encore une fois, t'as l'argument économique. T'as pas mal de chefs qui m'ont dit, mais déjà, de faire ces purées de fruits avec ces fruits abîmés maison, c'est 1000 fois meilleur. Et en plus, c'est moins cher. C'est clair. Donc, il y a tout un truc comme ça. Mais ça, autour des fruits, c'est vrai... celle qui m'en avait surtout parlé, c'était Morgane Rimbaud, avec qui j'avais enregistré, et qui me disait, par exemple, que... alors, elle utilisait, je crois, une variété spéciale de bananes, mais elle utilisait la peau pour faire des chips. Et en fait, après, j'ai cherché, du coup, moi, suite à l'épisode. Et tu vois, par exemple, ça, c'est quelque chose que je savais pas et que j'aurais pas trop imaginé, qu'on puisse manger la peau de banane. Parce qu'a priori, quand on te présente une banane, depuis que t'es petit, tu manges ce qu'il y a à l'intérieur et pas la peau. Ouais. Et du coup, tu peux vraiment la manger. Et je voyais qu'il y avait pas mal de choses où ils les mettaient directement dans des préparations. Et en fait, elle a beaucoup plus, par exemple, de potassium
que l'intérieur de la banane, donc c'est aussi meilleur pour la santé et tu peux faire d'autres desserts ou juste en infusion dans une tasse. C'est vrai qu'avec les pots, les épluchures et les pots pommes, de fruits, on en a beaucoup parlé. Ouais. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que dans les épluchures de fruits, tu as de la pectine naturelle. Ouais. Et donc, ça te permet de faire, par exemple, des gelées ou des confitures. Donc, c'est un gélifiant naturel. Donc, ça, c'est beaucoup utilisé. Et même dans les pépins aussi. Donc, tout ce qui est pépins et pots, etc., tu as de la pectine donc, qui va vraiment gélifier tes mélanges. Après, tu peux faire effectivement des chips, comme tu as dit. Tu peux faire, si on est toujours un peu sur cette thématique de cuisiner l'entièreté de l'aliment, on m'a parlé pas mal aussi de tout ce qui était... queue de fraises ou queue de cerises, tu peux faire des sirops, tu peux passer à la centrifugeuse, tu peux faire des poudres aussi avec les pots. Typiquement, tu peux les déshydrater et en faire des poudres qui vont te servir à faire un petit décor sympa. Donc vraiment, cuisiner l'entièreté de l'aliment, c'est possible. Et surtout, moi, ce que j'ai bien aimé, ce que m'a dit, alors c'était Simon Pacari, qui est vice-champion de France de dessert. Que j'avais reçu d'ailleurs sur Papy. Ah d'accord, super, écoute, je savais pas. Écoute, en tout cas, il est super sympa. Et lui, il me disait qu'il avait challengé ses équipes. Ils avaient plein d'épluchures de coings. Et de coings et de poires, je crois, je sais plus. Et en fait, il les avait challengés à inventer une recette avec ça. Et donc, finalement, au début, ils se disaient qu'est-ce qu'on va faire et tout. Et puis, ils avaient sorti des pâtes de fruits. Et en fait, il m'a dit que ça avait vachement stimulé la créativité de ses équipes, qu'ils avaient inventé des trucs dont ils n'auraient jamais pensé être capables. Et je pense que ce côté anti-gaspi, de dire je le fais pour réduire mes déchets, pour produire moins de gaspillage, en fait, ça te permet d'être hyper créatif. C'est clair. Et de te dépasser sur des trucs. Donc, je pense que c'est vraiment le double avantage que tu peux trouver aussi. C'est clair parce qu'en plus, tu vois, généralement, quand tu travailles un produit, tu vois comment... En fait, les produits sont utilisés de cette manière. Enfin, tu utilises la pomme depuis tellement d'années que tu te dis pas forcément... Enfin, il faut que je garde mes épluchures pour en faire des petites chips, quoi. Et du coup, c'est vrai que je pense que ça aide beaucoup à se dire, mince, attends, qu'est-ce que je pourrais faire avec des pots de banane qu'est-ce que je pourrais faire avec un trognon de pomme. Et t'as pas forcément idée, quoi. Non, il y a vraiment pas mal de choses. Et après, t'as aussi... J'ai un apprenti qui m'a partagé cette petite technique que je trouve sympa. Lui, il travaillait dans une pâtisserie salon de thé. Et en fait, ce qu'il faisait, c'est les coques de cacao, il les basculait au salon de thé pour en faire des infusions. Donc ça, je trouvais ça sympa. Et puis après, on m'a parlé de quoi d'autre ? De la gousse de vanille aussi. Donc la peau, l'emballage de la gousse. En fait, déjà, c'est super cher la vanille. Donc t'es un peu là en mode j'ai envie de tout utiliser, ça c'est sûr. Puis c'est hyper fort en goût. Donc tu peux par exemple, il y a des chefs qui l'infusent dans un sucre en fait pour en faire leur propre sucre vanillé, ou alors carrément qui broient la peau. Ça, je crois que c'était Jean-François Piège qui avait partagé ce conseil pour en faire un truc qui est hyper parfumé, quoi. Donc, c'est ça, en le faisant. Je crois qu'il me semble que idéalement, il faut le faire un peu torréfier au four avant, comme ça elle est bien sèche. Et ça se mixe plus facilement. Et pour avoir fait l'expérience aussi, je trouve que du coup, ça a un goût beaucoup plus fort, beaucoup plus prononcé. Et pas exactement non plus le même goût. Ouais, non, mais c'est intéressant. Parce que t'as plus le même goût. Mais donc, ça, c'était Pierre-Jean Quinonero aussi qui me disait que, tu vois, il y a certaines gousses, je sais plus laquelle c'était, mais il préférait utiliser un certain gousse de vanille, un certain type de gousse de vanille, parce que justement, la gousse était consommable. Alors, je sais que c'est le cas pour la vanille bleue. Mais ça, c'est très très cher pour le coup. Donc, et c'est pas forcément la plus utilisée. Mais tu peux utiliser toute la gousse. Et je crois, je sais plus si c'était Tahiti ou Madagascar, mais je sais qu'il y a une des deux où pareil, il me disait que la gousse se mangeait facilement. Tandis que l'autre était plus compliqué parce que ça avait pas un goût aussi bon. D'accord, ok. Ouais, non, effectivement, c'est peut-être pas possible sans tous les types. Et j'ai aussi trouvé une recette assez sympa de Johanna Lepape. Qui est une recette de carrot cake, anti-gaspi, carrot cake et noix. Et elle, ce qu'elle fait en fait, c'est que pour vraiment utiliser l'entièreté de l'aliment, elle utilise ses fans de carottes. Elle l'extrait dans un jus, à la centrifugeuse, j'imagine, pour l'intégrer à la pâte. Et avec les noix, ce qu'elle fait, c'est qu'elle utilise la coque et elle la broie, elle la mixe pour en faire une poudre qu'elle va utiliser pour décorer. Donc voilà, c'est vraiment une recette de carotte cake et noix qui est hyper, qui utilise toute la partie des aliments que j'ai trouvé intéressante.
Ouais, c'est vrai. Ouais. Parce que d'habitude... il y a peu de recettes où, en fait, tu les découvres et ça utilise tout, quoi. Ouais, donc je pense que se pousser sa créativité, se challenger pour tout utiliser. Ouais. Rien ne se perd, tout se transforme. Je pense que ça, c'est un mantra qui est assez chouette en pâtisserie. C'est clair. Et ensuite, donc ça, c'était un peu pour les recettes. Et ensuite, j'avais aussi rassemblé des conseils que j'ai eus sur... alors là, c'est vraiment boutique, mais sur comment on peut aussi limiter le gaspillage en boutique. Ouais. Au niveau de la production? Au niveau de une fois que c'est en boutique, une fois que c'est là, que c'est mis dans les vitrines. Au niveau de la, oui, de la vente. Au niveau de la vente, exactement, c'est ça. C'est au niveau de la vente, c'est ça que je voulais dire. Et donc là, plusieurs petits tips. J'ai un apprenti qui m'a dit que sa pâtisserie faisait ça et j'ai trouvé ça assez chouette. Pour eux savoir quel gâteau était de quel jour. Enfin, pour être sûr que les produits, les gâteaux qui sont de plus anciens, tu les pousses à la vente et tu fasses un roulement qui ait du sens. Eux, ils avaient un système de pastilles en chocolat. Donc, en fait, c'était des pastilles en chocolat qui avaient différentes couleurs, ou alors une de chocolat blanc, une de chocolat noir, je sais pas. Et en fait, il les a posées sur les pâtisseries pour savoir que, ok, celle-là, elle date de tel jour. Et du coup, ça favorise aussi un roulement des produits. Et puis, je pense qu'il y a aussi quelque chose d'important, c'est la sensibilisation du personnel de vente. C'est aussi qu'eux soient sensibilisés à ces enjeux-là. Niveau limiter le gaspillage et enjeux aussi économiques, et que eux puissent être toujours dans la démarche de proposer le produit qui va arriver un peu plus à date. Et je pense qu'il y a un truc hyper important aussi et qu'on ignore peut-être souvent, c'est que je pense que le professionnel, comme le pâtissier, a un rôle à jouer dans la sensibilisation dans la propre information du consommateur. On en a un peu parlé quand on parlait de la rupture, etc. Mais je pense aussi que c'est important pour le pâtissier d'accompagner son client dans la consommation de son gâteau ou de son produit, en lui expliquant par exemple comment conserver le gâteau, comment le déguster pour une dégustation optimale, comment le garder, où, à quelle température, etc. Et je pense que ça, c'est le rôle aussi du professionnel, d'éduquer le consommateur sur, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a 33% du gaspillage qui se fait au niveau de la consommation. Si le professionnel peut accompagner le client pour limiter cette dernière étape, c'est chouette aussi. Est-ce qu'après, là, c'est tout pour le pendant ? Non, on était sur la vente, donc c'était n'importe quoi. Après, c'est vraiment la gestion des invendus. Très bien. Et du coup, donc, là, on a balayé un petit peu la chaîne de production, de vente, etc. Mais quand il te reste des desserts que tu n'as pas vendus, comment est-ce que tu peux faire ? Qu'est-ce que tu peux en faire ? Et tout comme à la maison, qu'est-ce qu'on peut en faire ? C'est sûr que même si un pâtissier il a une gestion qui est hyper optimale, je pense que c'est quasi impossible d'avoir 0 invendu tout le temps. Enfin, je pense que ça relève de l'impossible, donc je pense que c'est normal qu'il y ait ça. Et donc là, tu as plusieurs solutions qui existent. Alors, tu as évidemment le don alimentaire, nous, en tant que So Good To Go, on travaille hyper étroitement aussi avec les assos et on veut vraiment pousser le don, qui est super important. Ce qu'il faut savoir, c'est que le don, il n'est pas toujours possible en pâtisserie. Ah ouais ? Parce qu'en fait, dans la législation, il y a des produits, les produits hyper sensibles sont interdits au don alimentaire, normalement. D'accord. Pourquoi ? Parce que, tu vois, des produits à base de crème pâtissière ou de chantilly, par exemple, c'est des produits qui sont trop sensibles. Et donc, quand tu donnes, après, c'est l'association qui est responsable du produit. Et donc, c'est des produits qui sont un peu sensibles et souvent, ils ne les acceptent pas. Donc, en fait, tu ne peux pas toujours tout donner aux assos. Ce n'est pas toujours possible. Il y a parfois une autre contrainte aussi, c'est que tu as certaines associations qui ne peuvent pas se déplacer pour des volumes qui ne sont pas assez gros, ou alors qui vont avoir des contraintes logistiques, qui ne vont pas être en mesure de venir chez toi tous les jours à la fin de la journée pour venir récupérer tes invendus. Donc, ce n'est pas toujours possible. Et c'est là où nous, Too Good To Go, finalement, on s'insère un peu comme complémentaire au don. En fait, Too Good To Go, c'est un système
le consommateur achète les invendus à prix réduit. Donc, comme c'est le consommateur qui achète, il y a un transfert de responsabilité, si tu veux. Et donc, il n'y a aucun souci à ce que dans les paniers, il y ait ces produits-là, type produits à la crème, etc. Donc, ça permet, ce système de vente à prix réduit permet de pallier ces problématiques. Mais après, nous, on a, si tu veux, un peu digitalisé la solution en permettant la géolocalisation, en permettant tout ce process facile. Mais on n'a pas non plus inventé le concept dans le sens où depuis des années-lumière, tu as des boulangeries-pâtisseries qui proposent en fin de journée des produits à prix réduit. Ça se fait beaucoup. À moins 50% sur tous les produits, de 17h30 à 19h. Ça, c'est quelque chose qui peut se faire aussi, qui est facile à mettre en place. Après, c'était quand même un peu moins courant. Enfin, moi, j'ai l'impression que Too Good To Go a quand même aidé, tu vois, pas à banaliser ça, mais au fait que les boutiques vont beaucoup plus faire ça, alors qu'elles l'auraient pas fait forcément avant, parce que en plus, je sais pas, faut... Bah, si tu veux, il y a plusieurs avantages à la solution Too Good To Go pour un pâtissier. Déjà, le fait... Enfin, nous, je l'ai dit en introduction, aujourd'hui, on a 11 millions d'utilisateurs sur l'application, donc c'est énorme. Et en fait, du coup, Too Good To Go, ça devient à la fois une arme anti-gaspi, mais aussi une vitrine, quelque part, pour le professionnel. Parce qu'il y a plein de gens qui n'auraient peut-être jamais connu le commerce ou la pâtisserie sans Too Good To Go. Et donc, en fait, ils découvrent comme ça. Et c'est intéressant parce que ça génère aussi de la fidélisation et des ventes croisées. Donc, il y a beaucoup de gens qui viennent chercher leur panier. Et puis, en même temps, ils en profitent pour acheter leur baguette du soir. Ou alors, ils reviennent plus tard pour acheter leur gâteau d'anniversaire. En fait, ils ont découvert aussi les produits. Donc, ça, c'est intéressant. Ça devient une vraie vitrine. Après, tu as aussi le fait que nous, comme on a vraiment digitalisé la solution, tout est hyper facile. Dans le sens où il n'y a pas de transaction d'argent entre le particulier et le commerce. C'est via l'application que tu paies. Et nous, ensuite, on reverse au commerçant tous les mois, oui, c'est ça, tous les mois, ce qui lui est dû. Donc, si tu veux, c'est hyper simple. T'as juste, le particulier, il a juste à récupérer son panier et puis basta. Donc, il y a ça. Et t'as autre chose qui est intéressant aussi. Et j'ai pas mal de pâtissiers qui utilisent la solution, qui m'en ont parlé. T'as le fait, et surtout des pâtissiers plutôt haut de gamme pour le coup, t'as le fait que ça permet aussi cette solution Too Good To Go. Enfin, nous, on a pas mal d'utilisateurs qui n'ont pas forcément des gros moyens. C'est exactement ce à quoi je pensais. Et dans nos profils, en fait, on a un petit peu tout. On va avoir des utilisateurs qui sont hyper engagés en faveur de l'environnement et du coup, qui vont vouloir faire des gestes contre le gaspillage alimentaire. Et tu vas avoir aussi des gens qui, très honnêtement, n'ont pas beaucoup d'argent. Et du coup, pour eux, Too Good To Go, c'est une manière aussi d'avoir accès à des produits pour pas trop cher. C'est ce que je me disais. Et t'as des pâtissiers sur un segment haut de gamme qui nous ont dit qu'ils appréciaient ça parce que ça permettait de rendre plus accessible leur création à des gens qui n'auraient pas forcément, en temps normal, poussé la porte de leur boutique. Donc ça, je trouve que c'est un argument aussi à mettre en valeur. Non, c'est vrai, et c'est exactement, tu vois, ce que je me disais pareil, parce qu'en vrai... Puis après, tu vois, même des fois, si c'est pas si cher que ça, en fait, tu vas automatiquement avoir un biais qui te dit en fait, je vais jamais pouvoir forcément m'offrir ce qu'il y a dans cette boutique, donc t'y rentres pas. Et finalement, y aller avec Too Good To Go, tu vois aussi qu'il y a des produits beaucoup plus abordables, et comme tu dis, après, pouvoir revenir en te disant, en fait, c'était trop bon, et finalement, je peux bien me l'offrir de temps en temps. Et t'as aussi, tu vois, on a eu parfois des craintes de commerce qui nous disent, mais attendez, les gens, après, ils vont faire que Too Good To Go, ils achèteront plus en temps normal mes produits à plein prix. Et en fait, c'est pas du tout vrai, c'est pas du tout vérifié. Parce que comme je te le disais, t'as pas mal de gens qui reviennent pour des achats classiques aussi, donc ça c'est une crainte qui est pas, qui se vérifie pas. Voilà. Et donc Too Good To Go, donc c'est une solution qui te permet de gérer tes invendus. Après, bon, évidemment, tu peux aussi donner à tes employés, hein, ça c'est quelque chose qui revient assez souvent, c'est quelque chose qui se fait. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, non, je voulais juste parler aussi, on a des pâtissiers qui nous écoutent et qui s'intéressent un petit peu à Too Good To Go. Pour parler des pâtisseries qu'on a sur l'application, on a vraiment de tous les profils. Donc on va avoir... on a 70% d'indépendants, c'est des boulangeries, pâtisseries indépendantes, mais on a aussi des grands noms.
des grands groupes. On travaille beaucoup avec Le Nôtre, avec La Durée, avec Angelina. Et on va avoir des pâtisseries un peu plus classiques et d'autres un peu plus haut de gamme. Donc il y a vraiment de tout et ça s'adapte vraiment pour le coup à tous les types de gammes et de styles de pâtisserie. Et moi, je voulais te partager, Léa, je trouve que c'était intéressant, peut-être pour finir ou avant de finir. Je me suis renseignée, ou alors on m'en a parlé, d'exemples en fait de business model autour de l'anti-gaspi, de pâtisserie ou plus généralement de restaurants qui ont fait de l'anti-gaspi vraiment leur cœur de mission. Et modèle économique, et je trouve que c'est intéressant d'en parler pour aller un peu plus loin. Complètement. Et tu as notamment pour parler de cuisine vraiment plus générale, parce que je pense que c'est un exemple que beaucoup de gens vont connaître, c'est le Refettorio. Je ne sais pas si tu connais. Non. C'est à l'initiative d'un chef étoilé qui s'appelle Massimo Bottura. Ah oui. Et en fait, donc c'est sous l'église de la Madeleine, je crois. Et c'est un énorme réfectoire. Et en fait, lui, il cuisine exclusivement des produits issus d'invendus. Enfin, c'est que des invendus. Donc, ça va être des fruits un peu abîmés de supermarché. Ça va être des produits qui auraient normalement été destinés à la poubelle. Et il en fait des plats hyper créatifs qui proposent en fait à petit prix à des personnes défavorisées. Et donc ça, c'est un concept, il en a développé dans plusieurs villes dans le monde. Et un petit peu dans le même style, tu as une pâtisserie à Nantes qui s'appelle l'Atelier Solidaire et qui a fait... Donc là, c'est vraiment pâtisserie et qui est un peu dans cette même tendance. Pareil, eux, ils récupèrent des produits invendus de supermarché, notamment des fruits un peu moches, etc. Ou du pain sec et tout. Et ils font exclusivement des pâtisseries à base de ça. Et pour vraiment aller plus loin dans le solidaire et avoir quelque chose de complet, ils embauchent en fait des personnes qui sont en situation de handicap mental ou physique pour réaliser ces pâtisseries. Donc je trouve ça sympa. Et puis après, tu as aussi à Marseille une biscuiterie qui s'appelle Pain et Partage dans les quartiers nord qui a été implantée. Et en fait, ils récupèrent du pain sec de boulangerie. Et ils en font des petits biscuits en forme de bonne mère, de la Notre-Dame de la Garde. Et en fait, eux, comme c'est vraiment un projet territorial initié par la mairie, etc., ils redistribuent ces petits gâteaux dans les cantines scolaires et pour les goûter des enfants, pour justement qu'ils mangent des choses un petit peu meilleures. Voilà, donc c'est des petits projets que je voulais partager parce que je trouve que ça complète bien... le sujet. C'est ça, puis ça donne des idées aussi de voir que ça peut fonctionner et qu'il y a des... Comme tu dis, tu vois, il y a des projets qui se construisent autour de ça et qui sont très cool, qui font naître de nouvelles idées et qui peuvent inspirer les pâtissiers, donc c'est très très chouette. Ouais, et l'anti-gaspi est sexy. Voilà, on va finir comme ça. Ça, c'est le mot de la fin. C'est le petit mot de la fin, il ne faut pas hésiter à mettre en valeur toutes ces démarches-là, et les consommateurs sont friands. Je sais pas, je crois pas que j'en ai parlé, mais enfin c'est même pas nous d'ailleurs, mais on a récupéré les chiffres d'un sondage qui a été fait l'année dernière par Opinionway. Et en fait, y a un chiffre qui ressort, c'est que 85% des Français déclarent vouloir privilégier un magasin qui affiche clairement une politique anti-gaspillage. Donc je pense que c'est dans les attentes des consommateurs aujourd'hui. Donc c'est vrai, ça a été mis pas mal en avant ces dernières années, que ce soit dans les supermarchés ou quoi. Je trouve que ça a été mis vraiment beaucoup en avant, le gaspillage alimentaire. Donc c'est vrai que je pense que ça compte aujourd'hui aussi beaucoup. Tu vois, tout comme ça compte d'aller chez un pâtissier qui utilise des produits de saison, qui utilise des produits qui sont locaux au maximum, etc. Je pense que le gaspillage, effectivement, c'est un sujet qui est intéressant, quoi. Enfin, qu'on porte tous un peu à cœur. Ouais. Si tu le présentes bien, ça marche. C'est ça. Et bah écoute, merci beaucoup Juliette. J'avais une petite question parce que j'aime bien demander à mes invités depuis la janvier un petit défi à relever que pour moi et pour tous les auditeurs et auditrices qui voudraient le relever en rapport avec l'épisode. Donc est-ce que tu as un petit défi pâtissier et anti-gaspi à faire relever? Alors, ok, on va prendre le petit défi à relever. Ça serait d'inventer une petite recette. Donc, soit parce que vous êtes un pâtissier aguerri et donc vous avez plein d'idées pour l'inventer tout seul, soit à se renseigner sur Internet qui a plein de recettes anti-gaspi.
qui utilise l'entièreté du fruit ou du légume, parce que pourquoi pas faire une pâtisserie à base de légumes, ça existe. Et donc vraiment utiliser tout. Donc les épluchures, la queue, les pépins, tout. Voilà, donc je vous mets au défi. Et partagez-nous vos recettes. Exactement. Pour finir, est-ce que tu aurais 2-3 astuces un peu pour résumer un peu tout cet épisode et puis tu vois, finir avec des astuces très concrètes et peut-être pour nous aider aussi à réaliser ce défi. Ouais. Alors je sais pas si c'est pour aider à réaliser le défi, mais je peux peut-être essayer de synthétiser de manière hyper rapide un peu tout ce que j'ai dit, parce qu'il y avait beaucoup d'infos, un peu les 5 grands points, les 5 grands points à retenir. Premier point, c'est la prise de conscience. Donc prenez conscience que le gaspillage alimentaire, c'est un impact beaucoup plus large que ce qu'on pense, et prenez conscience qu'on gaspille plus que ce qu'on pense nous, donc que ce qu'on pense tous. Donc rendez-vous compte un peu de tout ça et ça initie la démarche. Après, la deuxième astuce, c'est la clé, c'est de ne pas produire de déchets et de gaspillage, donc avoir une bonne gestion. Donc grâce à ça, c'est déjà un peu le b.a.-ba. Ensuite, être inventif. Donc, comme je l'ai pas mal dit, on peut se défier à utiliser des restes, à utiliser tout l'aliment, à recycler un peu tout ce qu'on a sous le coude. Et je pense qu'on peut être surpris de la créativité et de ce que ça peut donner. Quatrième conseil, et ça c'est plus pour les professionnels, c'est vous avez un rôle à jouer aussi auprès de vos consommateurs. Donc n'hésitez pas à leur parler de ce sujet, à les sensibiliser, à les aider à eux mettre en place des choses chez eux. Et cinquième chose, ayez une solution de gestion des invendus comme Too Good To Go, ou en tant qu'utilisateur, utilisez, testez l'appli et vous allez voir, c'est très chouette et on devient vite accro. C'est vrai, je trouve qu'on devient accro en tant que consommateur. Parce que c'est des paniers surprises, donc du coup, tu sais jamais ce sur quoi tu vas tomber. C'est vrai, d'ailleurs, ça, je trouve que... Tu vois, comme tu disais, pour découvrir des nouvelles pâtisseries, genre même découvrir un dessert en particulier, comme justement, tu sais pas ce qu'il y a dedans, ça peut être assez chouette. Exactement, ou alors, si tu as des paniers d'invendus d'imprimeurs, de fruits et légumes, parfois, tu te retrouves avec des fruits et légumes que tu connais pas trop, ou que tu n'as jamais trop cuisiné, tu vois. La dernière fois, je me suis retrouvée avec plein de fenouil. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire avec du fenouil ? J'en mange presque jamais. Et en fait, ça te pousse aussi à aller chercher des recettes et tout. Donc, pour découvrir des nouveaux trucs, c'est assez cool. Effectivement. Écoute, en tout cas, merci beaucoup pour cet épisode. Ça m'a fait très plaisir parce que je trouve que c'est un sujet qui est super important à aborder. Et donc, je trouve que tu m'as donné plein de bons conseils, etc. Donc, merci beaucoup. Non, merci à toi. Et puis, s'il y a des chefs pâtissiers qui nous ont écoutés... qui ont envie de partager, échanger sur ce sujet ou qui ont des liens avec des centres de formation d'apprentis ou autres, n'hésitez pas à me contacter parce que ça sera super chouette d'en discuter. Ouais, je mettrai tous tes contacts. Trop bien, merci. J'espère que cet épisode hors série vous a plu. Si c'est le cas, je serais ravie de vous en proposer d'autres qui vous permettront de comprendre certains aspects de la pâtisserie et peut-être de voir comment agir vous aussi à votre échelle sur différents sujets. D'ailleurs, s'il y a un sujet que vous aimeriez bien que j'aborde, n'hésitez pas à me le dire, ce serait un vrai plaisir. Et puis si vous aimez Papille, alors vous pouvez aussi me laisser 5 étoiles et un joli commentaire, que ce soit sur Apple Podcast ou sur Spotify. Ça m'aide beaucoup et ça me fait toujours énormément plaisir de lire tous vos commentaires et vos retours. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine en compagnie de Jeffrey Cagne. Prenez soin de vous. Alors, quel sera votre prochain dessert ? Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager aux gourmands qui vous entourent. Et si vous voulez soutenir Papille, 2 choses. La première, notez l'épisode 5 étoiles sur Apple Podcast et laissez un joli commentaire. La seconde, vous rendre sur papillepodcast.com, sans oublier le S de Papille, et vous abonner à la newsletter pour être prévenu de la sortie des prochains épisodes et des articles que j'écris régulièrement. À bientôt!